Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 20 octobre et tout de suite, voici les titres. Nous reviendrons sur l'exercice d'évacuation qui avait lieu hier après-midi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans le cadre du PCS, le plan communal de sauvegarde. Le but de la manœuvre, tester la coordination des différents services de sécurité mais aussi rassurer les habitants du bord de mer. Nous parlerons également de la venue de Johan Diniz et Renaud Lavillenie hier à La Roche-sur-Yon. Ils sont allés rencontrer les salariés de Michelin dans le cadre de leur tour de France des sites du fabricant de pneumatiques. Mais ils ont aussi coaché de jeunes athlètes sur la place Napoléon. Nous avons suivi les deux champions tout au long de la journée. Enfin, pour terminer ce journal, nous irons prendre un petit cours d'enluminure avec les professeurs des écoles catholiques de Vendée. Ils viennent de se former à cet art ancestral pour l'enseigner ensuite à leurs élèves de primaire. Ce cours s'inscrit dans le cadre d'un projet pédagogique pluridisciplinaire autour du Moyen-Âge, intitulé « De faux et d'épée ». Hier après-midi, les habitants de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont été surpris par un message leur annonçant la possible submersion de leur quartier de bord de mer. Mais rassurez-vous, ce n'était qu'un exercice organisé dans le cadre du PCS, le plan communal de sauvegarde. Cet exercice avait pour objectif de tester la coordination de différents services de sécurité, mais aussi de sensibiliser et de rassurer la population. Le récit de cette simulation avec Pierre Dalissieux. Dans quelques heures, l'océan s'engouffrera dans la dune, ici à quelques centaines de mètres des habitations. À la mairie, le poste de commandement communal a été activé pour organiser au mieux l'évacuation des habitants du quartier concerné. Quand les gens arrivent, donc on les place par rue pour savoir si leurs voisins sont là, essayer de faire ça de façon très efficace. Depuis Xintia, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas ce qui s'était passé et quelles peuvent être les conséquences. Donc le but pour nous, c'est d'être prêt. Prêt effectivement en cas d'évacuation, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Là, on est toujours en alerte orange, on va passer en alerte rouge. Et donc on va évacuer une cinquantaine de personnes d'un quartier pour les ramener vers le gymnase de la ville et faire comme si c'était une évacuation véritable avec réquisition de moyens de transport, sécurisation des maisons une fois que les personnes sont parties, transport des animaux de compagnie, etc. Alerte météorologique de niveau rouge. Veuillez procéder à l'évacuation de votre domicile. Alerte rouge, c'est toute la zone qui doit être évacuée. Des référents de quartier sillonnent les rues. Principal objectif, n'oubliez personne. Au château d'eau, vous allez être pris en charge par des gens de la municipalité qui vont vous mettre en lieu sûr. Un exercice grandeur nature qui rassure la population, surtout sur nos côtes, où l'on parle chaque année un peu plus de la montée du niveau de l'eau. Je suis de Bretignolles, j'ai habité toute mon enfance ici, j'y vais aux champignons, etc. Donc je connais le coin plus que bien. C'est sûr, on sait que la dune, elle n'est pas... Voilà. Infranchissable, ça c'est sûr. C'est bien si les responsables et la police s'en occupent, je pense que ça rassure les gens. C'est très rassurant, bien sûr, pour les populations. Fin d'exercice plutôt concluant. Dans ce gymnase, quelques volontaires ont été pris en charge. Pour le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est une petite victoire, car l'exercice pourrait très bien un jour devenir réalité. Politique à présent avec les élections régionales, élections qui se tiendront, je vous le rappelle, les 6 et 13 décembre prochains. Et les listes se dévoilent. Samedi, c'est Bruno Retailleau, tête de liste départementale et chef de file régional, qui a présenté ses 18 colistiers vendéens. Parmi eux, 10 militants les Républicains, avec entre autres Pierre-Guy Perrier, conseiller régional sortant, 4 UDI, dont Lydie Bernard en deuxième position. On retrouve aussi un autre conseiller régional sortant, Antoine Chéreau, encarté MPF, et puis Philippe Barré du Modem, Éric Marollo pour CPNT, et enfin Jean-René Bernaudot, le directeur sportif d'Europecar, qui se retrouve en 19e et dernière position. Une liste d'union donc, ouverte à toutes les sensibilités de la droite et du centre, comme l'avait souhaité Bruno Retailleau. On l'écoute tout de suite. Cette union, elle est nécessaire. On voit bien d'ailleurs que pour les départementales, on le voit aussi pour les municipales, que quand on a réussi à s'unir, on a gagné. Voilà. Et puis je pense en même temps que pour demain, pouvoir diriger la région, il faut une majorité cohérente et unie, au coude à coude, parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire, notamment sur le plan financier où on va retrouver, si jamais les électeurs nous font confiance, une situation très dégradée. Il faudra prendre des décisions, voilà, pour dégraisser le mammouth régional. Et il vaut mieux pour s'être unis, il vaut mieux faire l'union. Voilà, et puis nous aurons également l'occasion de vous présenter les autres listes en présence pour ces élections régionales dans de prochaines éditions.
En bref, le père et ses 2 filles, recherchées par la gendarmerie de La Roche-sur-Yon depuis dimanche soir, ont finalement été retrouvés. Le père s'est rendu de lui-même aux forces de l'ordre de la ville de Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées, où il avait été aperçu pour la dernière fois hier, en début de journée. Il va maintenant être entendu par les gendarmes de la ville pour tenter de comprendre ce qui a motivé son geste. Le résultat de l'audition permettra de savoir si des poursuites seront engagées. En tout cas, les 2 filles sont saines et sauves et elles ont retrouvé leur maman. 8 habitations de Vendée Logement ESH viennent d'être inaugurées au château d'Olonne. Ces logements sociaux de nouvelle génération ont été produits en amont dans les usines du constructeur Beneteau à la Chaise-le-Vicomte. Ils ont ensuite été déposés directement sur le site et raccordés aux différents réseaux. Leur particularité ? Être des habitations made in Vendée avec un revêtement bois pour une meilleure isolation, de quoi réduire sensiblement les dépenses énergétiques des locataires. Les normes sont imposées, donc on les suit, mais au-delà des normes imposées, on essaie de faire en sorte que les locataires, qui sont des gens qui peuvent être en situation difficile, aient des charges locatives les moins importantes possibles, donc gain sur les économies d'énergie pour le chauffage, donc avec panneaux solaires et tous les produits qui se font aujourd'hui. Nous avons livré la semaine dernière du BPOS au Paris-sur-Vie, donc du bâtiment énergie positive, donc notre souci permanent, c'est de rechercher de la construction qui apporte le moins de consommation énergétique dans la période où on lutte contre les consommations excessives. Au chapitre sport, c'était l'événement hier. Renaud Lavillenie, recordman du monde du saut à la perche, et Johan Diniz, recordman du monde lui aussi, mais du 50 km marche, étaient à La Roche-sur-Yon. Ils sont venus rencontrer les salariés de l'entreprise Michelin, l'un de leurs partenaires importants, dans le cadre de leur Tour de France des sites Michelin. En tout, ils feront 22 étapes et La Roche-sur-Yon était la 15e. Ils ont partagé avec les employés leur passion pour le sport et leur valeur de dépassement de soi et de plaisir qu'ils procurent. Ils ont ensuite coaché de jeunes athlètes lyonnais sur la place Napoléon. Grégoire de Châtillon a suivi les 2 champions pendant leur journée. Lui détient le record du monde de saut à la perche avec 6,16 m, c'est Renaud Lavillenie. L'autre, Johan Diniz, le 50 km marche avec 3h32 et 33 secondes. 2 sportifs de très haut niveau qui ont pendant plus d'1 heure, place Napoléon, conseillé les jeunes athlètes lyonnais sur leurs disciplines respectives. Tu la pousses, tu peux bouger dans tous les sens, tu peux appuyer aussi dessus. Leur venue, on la doit au géant du pneu, Michelin. Les 2 champions font partie du team de l'entreprise, qui est un gros partenaire pour eux. Lavillenie et Diniz étaient allés un peu plus tôt à la rencontre des salariés de Michelin. On voit vraiment que c'est des personnes super humbles, qui ne se prennent pas la tête, qui sont respectueux de tout le monde. Que ce soit quelqu'un de connu ou pas, ben voilà, ils sont comme n'importe quel humain. C'est cool. Voilà. Comme on les voit qu'à la télé, pour une fois ils sont prêts, et puis à l'usine en plus. Donc, voilà. Un échange qui a non seulement plu aux salariés de l'entreprise Hobby Bain d'Homme, mais aussi aux 2 champions. Je vais bientôt finir ma 4e année avec Michelin et de se savoir soutenu dans les bons moments comme dans les mauvais moments, c'est quelque chose qui est très important. Et puis au-delà de ça, de pouvoir un petit peu partager des expériences que l'on a avec les salariés de l'entreprise, c'est un atout qui est très important. C'est un très bon échange. En fait, on a pu voir un peu déjà quelles étaient les valeurs de l'entreprise, parce que c'est quand même une grosse entreprise encore française. Et puis on s'est vite reconnu à l'intérieur parce que c'est quand même encore assez convivial et où à chaque coup on ressort tout le temps enjoué de ces journées parce que ça se passe toujours très très bien avec les salariés. Pour Michelin, Lavillenie et Diniz sont des exemples pour l'entreprise, exemples d'efforts dans la durée avec des résultats exceptionnels, mais pas seulement. Je crois que ce qui est exceptionnel, soit un Renaud qu'un Johan, c'est le fait que ce sont 2 grands champions à l'échelle mondiale, mais avec qui on discute comme on peut discuter avec son voisin et qui savent être à la portée de toutes les personnes et qui sont sympathiques et qui sont attachants. Donc je dirais qu'après la rencontre, je les vois encore plus grands champions qu'avant. Pour nos champions, la fin de journée s'est terminée place Napoléon avec une séance d'autographes.
C'était un secret de Polichinelle depuis plusieurs mois, mais c'est aujourd'hui que le parcours du Tour de France 2016 vient d'être officiellement dévoilé. Le départ se fera du Mont Saint-Michel le 2 juillet pour se terminer sur les Champs-Élysées le 24 juillet. Et cette année encore, la célèbre course cycliste ne passera pas en Vendée. Il y aura tout de même 2 arrêts en Pays de la Loire, l'un à Angers, ville d'arrivée, et l'autre à Saumur, ville de départ. Que les passionnés de vélo ne se découragent pas trop, il sera toujours possible de supporter les coureurs à Angers, qui n'est finalement qu'à 1h20 de La Roche-sur-Yon. Et puis parmi les dates phares de cette future édition, retenez les 9, 10 et 12 juillet pour les étapes de montagne, entre Pau et Revel avec le fameux passage du Mont Ventoux. Un mot du Secours populaire à présent, puisqu'il fête ses 70 ans d'existence cette année. Et pour l'occasion, de nombreuses activités sont proposées un peu partout en France. Dans l'Ouest, une douzaine de marcheurs bretons s'est lancé le défi de parcourir 1200 km à pied pour relier Rennes à Marseille en 45 jours. Ils arriveront dans la ville phocéenne pour assister aux prochaines assises nationales, européennes et mondiales de la solidarité. Et ce week-end, ils ont fait plusieurs étapes en Vendée, notamment à Esnay, Moutier-les-Mouffets et Luçon. Les activités du Secours populaire français, donc dans le cadre de ces 70 ans, ce sont des activités aussi bien dans le domaine alimentaire, vestimentaire, mais depuis plusieurs années, on a diversifié nos offres. Tout simplement, on essaye de venir en aide au niveau de la culture, du sport, de l'alphabétisation. Bref, d'être présent dans tous les domaines de façon à ce que les gens puissent s'épanouir et effectivement, on les aide à émerger et à rebondir pour aller plus loin. Les amateurs de champignons avaient rendez-vous ce week-end aux Oudéry pour la traditionnelle exposition mycologique. Les cueilleurs pouvaient apporter leur panier pour discuter avec des connaisseurs et échanger sur les différentes espèces, mais surtout pour parler des dangers liés aux confusions entre champignons. Car chaque année, environ 3 décès et une vingtaine de cas graves sont observés par les centres anti-poison. Et cette année, le nombre de cas d'intoxication est en augmentation de 44% en France. Les Pays de la Loire n'y échappent pas, bien au contraire. La région fait partie des plus touchées avec l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et l'Île-de-France. Notre but aussi, c'est de faire de la prévention, parce que la plupart du temps, les gens s'intéressent aux champignons, c'est parce que ça se mange. Ce que nous souhaitons aussi, c'est faire tomber certains préjugés. Parce qu'on a tendance encore à dire aujourd'hui, la limace mange le champignon, donc le champignon est comestible, donc je peux le manger. Sauf que la limace consomme allègrement l'aménite phalloïde et que ça ne lui fait absolument rien. Pour la bonne raison, c'est que la limace ne dispose pas de système sanguin. Tout au long de l'année, les élèves des écoles catholiques de Vendée vont remonter le temps pour arriver à l'époque du Moyen-Âge. Il s'agit d'un projet pédagogique appelé De faux et d'épée. Le but, étudier le Moyen-Âge sous toutes ses coutures en mélangeant les disciplines. 1000 élèves du CP au CM2 sont concernés. Mais avant d'enseigner les pratiques sportives et artistiques médiévales, ce sont les professeurs qui prennent des cours. Élodie Pépin les a rencontrés en pleine séance dans Luminure. Nous ne sommes pas dans une classe de primaire, mais dans un cours pour enseignants. Venus des 4 coins du département, ils apprennent l'art de la calligraphie. Choix des couleurs, maniement du pinceau et coloriage. Il faut de la concentration pour éviter les ratures. Je suis concentrée, très concentrée. Vous avez dépassé? Un petit peu. Il ne faut pas parler en même temps, en fait, c'est ça. Ça permet, quand on va proposer l'activité aux enfants, de savoir, nous on est aussi passé par là, donc quelles sont les questions qu'on va pouvoir se poser. On ne connaît pas, c'est aussi une nouvelle façon de travailler sur la calligraphie, la peinture. C'est aussi sympa. Car le but, c'est de transmettre ensuite aux élèves ce qu'ils ont appris. Leur professeur du jour leur enseigne les techniques ancestrales. Au Moyen-Âge, on utilisait des pigments, un liant qu'on appelle de la tempéra à base d'œuf. C'est un petit peu plus visqueux qu'une gouache d'aujourd'hui. Donc ça demande une certaine maîtrise du pinceau. Et puis je leur ai demandé d'utiliser la technique de l'aquarelle, c'est-à-dire mettre beaucoup plus d'eau au début pour une couleur claire et aller vers le plus foncé. Donc ça demande de la concentration. On n'a pas encore le silence monastique, mais je vais peut-être l'imposer tout à l'heure. Mais derrière ce cours bon enfant, il y a un enjeu, un grand projet pédagogique de toute une année.
39 classes des écoles primaires privées de Vendée vont étudier la période du Moyen-Âge en mélangeant les disciplines. Notre souci premier, c'est que les élèves fassent du lien entre les différents apprentissages qu'ils vont faire dans toutes les matières. Quand on travaille les genres littéraires, ça peut être utile en histoire. Quand on travaille les arts, l'art religieux, c'est aussi utile en sciences si on fait le lien avec, par exemple, l'architecture gothique, l'architecture romane. En fin d'année scolaire, les élèves et enseignants se réuniront au château de Tiffauges, point d'orgue du projet. Là-bas, dans ce site exceptionnel du Moyen-Âge, ils mettront en application leurs apprentissages autour d'ateliers et de jeux pour une plongée au temps des chevaliers. Avant de se quitter, un petit tour d'horizon de ce qui nous attend demain du côté du ciel. Si aucun nuage ne décide de s'installer, nous devrions retrouver le soleil dans la matinée. Il fera frais le matin, seulement 5 degrés. Et l'après-midi, le ciel alternera entre soleil et passage nuageux. Les prévisions météo, c'est juste après le journal avec Armelle Pavageau. Et on se quitte avec ces quelques images du 47e championnat de France d'oiseaux exotiques qui se déroulait dimanche dernier à Chantonnay. Près de 3000 espèces étaient réunies par des passionnés d'oiseaux rares, le club des éleveurs amateurs d'oiseaux exotiques. Cette association existe depuis 40 ans et elle est reconnue comme la première organisation française d'éleveurs d'oiseaux. Il milite pour la préservation de certaines espèces menacées d'extinction. C'est la fin de cette édition, je vous remercie de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain pour un nouveau point sur l'actualité.